Bien, je déclare la séance ouverte. Permettez-moi dans un premier temps d'avoir une pensée pour notre collègue Jean-René Houssin qui a un problème de santé et de lui souhaiter un prompt rétablissement. Voilà. Je vais commencer donc par la liste des absents. Donc, Monsieur Hervé sera retardé, non pas absent. Donc, en son absence, il a confié un pouvoir à Madame Horry. Gaëlle Pierre est absente, elle a donné un pouvoir à Jean-Baptiste Chevet. Aurélie Gaucher est absente, elle a donné un pouvoir à Marion Chevalier. Jean-Patrick Déguerré est absent, il a donné un pouvoir à Françoise Loton, et Jean-René Houssin, pour les raisons de santé, est absent et sera donc le pouvoir à Monsieur Vincent Saunier. Comme secrétaire de séance, il vous est proposé de nommer Monsieur Julien Salliot. Bien, on commence par donc les décisions qui ont été prises au dernier conseil qui a eu lieu le 26 septembre. Donc vous l'avez eu avec la convocation du présent conseil. Donc, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce compte-rendu de conseil? Pas de remarques? Je vois qu'il y a plusieurs personnes absentes. Je ne sais pas où elles sont passées. Ils sont en réunion à quoi? Va peut-être falloir leur dire. Ben oui. Peut-être falloir leur dire de venir quand même. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 septembre. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Bien, dans l'ordre du jour, donc, nous avons aujourd'hui l'Assemblée des décisions prises par délégation du maire de juillet à septembre 2022. Donc, comme au dernier conseil, il y a effectivement des décisions qui ont été prises par délégation. Donc, concernant les DIA, concernant les délégations de conventions d'occupation précaire, je ne vais pas vous faire tout le détail. Concernant également d'autres délégations de DIA, décision prise du 1er juillet au 30 septembre 2022, la vie associative, la gestion des locaux. Et voilà, ça s'arrête là, la liste s'arrête là. Donc je vous demanderai de bien vouloir prendre acte des décisions prises par le Conseil, à moins qu'il y ait des questions, pardon, excusez-moi, mais j'aurais dû commencer par ça. S'il n'y a pas de questions particulières, je vous demanderai donc de prendre acte des décisions prises par délégation du 1er juillet donc au 30 septembre 2022 qui ont été présentées. Je passe à l'ordre du jour, donc la délibération numéro 2. Donc je passe la parole à Monsieur Leroy pour les finances. Oui, merci, bonsoir. Donc, ça concerne la régularisation d'écriture, autorisation de mouvement. Donc, le Trésor public nous demande régulièrement de comptabiliser des amortissements d'immobilisation non comptabilisés sur les années antérieures par des opérations d'ordre non budgétaire qui n'ont pas d'impact sur le résultat d'investissement de la commune. Ces opérations consistent à débiter le compte de réserve 1068 et de créditer le compte 28. Donc vous avez la liste de toutes les opérations qui sont en question, la plupart datant de 2007 à 2009, avec seulement 3 opérations de moins de 3 ans. Je vous demanderai de bien autoriser le comptable public à débiter le compte 1068 du budget de la ville par des opérations d'ordre non budgétaire afin de régulariser les comptes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 3, finance encore, Monsieur Leroy, constitution d'une provision pour risque contentieux.
Oui, donc un contentieux oppose la ville à l'ancienne responsable de la police municipale. La ville avait déjà constitué 45 000 euros de provision pour les 2 premiers contentieux. La provision a été reconstituée en 2021 suite au versement de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros. Mais l'agent a fait appel de la décision. Il convient donc de reconstituer une nouvelle provision à hauteur de 80 000 euros, qui est le risque maximum qu'on puisse atteindre. La provision est constituée donc à hauteur du montant estimé qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru par la collectivité. Si le risque se concrétise, il conviendra de reprendre la provision et de régler la condamnation. Si le risque est écarté, la provision sera reprise par une recette de la section de fonctionnement. Donc je vous demanderai de bien vouloir constituer une provision de 80 000 euros au compte 68-75 dotations, amortissements et provisions charges exceptionnelles, provisions pour risques et charges exceptionnelles, et d'inscrire cette somme au budget 2022. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4. Donc Monsieur Leroy, toujours pour les finances, décision modificative numéro 3 du budget principal. Monsieur Leroy. Alors, donc les crédits budgétaires au niveau du chapitre 65 seront insuffisants pour 2022. À ça, plusieurs raisons. Donc la ville s'est acquittée d'une subvention exceptionnelle auprès du syndicat de la Contrie de 50 000 euros. Et en 2022, la subvention au Jardin des Lutins qui devait diminuer car la recette du contrat enfance-jeunesse perçue par la ville à hauteur de 50 000 euros devait être versée directement finalement. Ça n'aura pas lieu cette année. Et la subvention au Jardin des Lutins sera donc de 160 000 euros à la place de 110 000. Et enfin, les conventions pour les associations JAB, ALB, FC Bru et le ROC repassent sur des échéanciers de versement à l'année civile, ce qui implique cette année un versement supplémentaire de 40 000 euros. Donc l'augmentation des crédits sur le chapitre 65 représente donc 140 000 euros, plus les 80 000 euros dont on vient de parler pour la provision, et ces dépenses seront équilibrées grâce à des recettes supplémentaires au niveau de la taxe foncière, de la DGF, des subventions de la CAF donc, et le remboursement d'assurance du personnel. Donc on a 140 000 euros de subventions supplémentaires, plus les 80 000 euros de dotation en provision. Les impôts directs amènent une recette de 110 000 euros supplémentaires, la DGF 40 000 euros. Les subventions donc, qui nous sont versées à la place d'être versées directement au Jardin des Lutins, c'est 50 000 euros. Et le remboursement sur rémunération du personnel, les 20 000 euros restants, on est donc équilibré à 220 000 euros. Donc, je vous demanderai de bien vouloir approuver cette DM numéro 3 de l'exercice 2022 sur le budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance encore, Monsieur Leroy, le marché public d'assurance pour les contrats 2023-2027. Oui, donc le conseil municipal du 25 avril... Monsieur Saunier. D'accord, très bien, c'est noté. Monsieur Leroy. Oui, en effet. Le conseil municipal du 25 avril 2022, donc par délibération, a approuvé la convention constitutive d'un groupement de commandes à intervenir entre la ville et le CCS et autorisé monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tous les documents s'y rapportant en tant que coordonnateur de ce même groupement. Une consultation a été lancée le 1er juin 2022 selon la procédure d'appel d'offres ouvert pour le renouvellement des contrats d'assurance de la ville. Donc, contrat composé de 4 lots. Le premier, dommages aux biens et risques annexes. Le lot numéro 2, responsabilité et risques annexes. Le lot numéro 3, flotte automobile et risques annexes. Et enfin, lot numéro 4, protection juridique des personnes physiques. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie le 28 mars de cette même année pour valider les candidatures et attribuer les marchés aux entreprises suivantes. Donc je vous laisse regarder. Donc pour le lot 1, c'est Groupama Loire-Atlantique. Pour le lot 2, c'est Loire-Bretagne. Loire-Bretagne, Joli, pardon. oui. La SMACL pour le lot numéro 2, cabinet Pilot pour le lot numéro 3, le cabinet de Sécourtage pour le lot numéro 4. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer les marchés pour la ville de Bru. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce marché? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci bien.
En l'absence de Monsieur Hervé, qui n'est pas encore arrivé, c'est Madame Horry qui va présenter donc la prochaine délibération sur l'éducation, convention territoriale globale 2023-2026. Madame Horry. La Convention territoriale globale est une convention cadre politique et stratégique permettant de mettre en œuvre un projet éducatif et social du territoire, conformément aux besoins de la population et aux enjeux territoriaux, en partenariat avec la CAF. Elle remplace le contrat enfance-jeunesse arrivé à échéance et sera élargie au-delà des thématiques petite enfance, enfance et jeunesse, à la question de la parentalité, à l'accès au droit au logement et à l'animation sociale. Les conventions territoriales globales ont vocation à favoriser des logiques de projet au sein d'un bassin de vie de plus de 10 000 habitants sur la base d'un diagnostic. Les intentions figurant dans la CTG de Bru intègrent donc les orientations de la politique éducative et sociale définies par l'équipe municipale visant à asseoir l'éducation comme vecteur d'épanouissement et de citoyenneté, lutter contre les inégalités, contre l'isolement et l'exclusion, soutenir la parentalité, soutenir les structures et les métiers de la petite enfance, créer du lien social, favoriser l'accessibilité des services aux enfants en situation de handicap, développer l'animation sociale sur le territoire. Cette convention territoriale se déclinera en plan d'action de 2023 à 2026 et sera copilotée par la ville de Bru, élus et agents de la ville du secteur de l'éducation et du social, et par la CAF, membres de la direction et techniciens. Je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention territoriale globale pour la période 2023-2026. Merci Madame Horry. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Ah, Madame Loton, excusez-moi. Alors, rien à voir avec le sujet auquel on est d'accord, mais j'aimerais revenir sur un point, sur une lettre que vous avez reçue, qui était une lettre ouverte et qui a été adressée d'ailleurs à tous les élus, concernant les parents de l'école privée de la Providence du Vert-Buisson, sur la modification de l'accueil sur le temps méridien. Cette inégalité de traitement... Ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, mais enfin, je vous laisse quand même développer. Je vous remercie. Cette inégalité de traitement de l'animation nous interpelle, car les enfants de cette école bénéficient, au même titre que ceux des enfants de l'école publique du Vert-Buisson, de tous les services de la restauration municipale sur ce temps méridien. Donc on aimerait savoir quelles sont les raisons exactes de ce changement, brutal apparemment, et de nous préciser quelles solutions la mairie pourrait apporter à ces enfants brusois du Vert-Buisson pour permettre de rétablir cette équité de traitement. Je vous remercie d'avance de votre réponse. Merci Madame Loton. Effectivement, la mairie a reçu un certain nombre de lettres de parents d'élèves de l'école privée du Vert-Buisson. Bon nombre de ces lettres protestent que la municipalité ne respecte pas le principe de l'égalité d'accès aux services publics, concernant notamment l'accès à la restauration et au temps périscolaire qui l'entoure. Pour éclaircir le sujet, il est dès lors nécessaire de rappeler les faits. Lors de la création des écoles du Vert-Buisson, un accord de fait avait été établi, selon lequel les élèves de l'école privée La Providence pouvaient bénéficier des repas servis dans les locaux de l'école publique voisine. Cette organisation avait perduré, malgré l'augmentation des effectifs scolaires. Toutefois, après le repas, les écoliers de La Providence revenaient dans leur école et étaient pris en charge par les agents du privé. À l'époque, aucune convention n'existait entre la ville et l'école. C'est le 24 août 2019 qu'a été mise en place une convention entre la mairie et l'école, signée par le maire d'alors, M. Loipre, et la présidente de l'OGEC, Mme Perrault. Concrètement, la convention stipulait que les élèves de La Providence seraient pris en charge au sortir de l'école, accompagnés pour le repas, puis raccompagnés à l'école privée, et donc repris en charge par les agents du privé dans leurs locaux. Elle précisait les responsabilités de chacune des parties, notamment la responsabilité partagée entre la ville et l'école pendant le temps du trajet, la prise en charge du temps périscolaire d'après-repas par l'école dans ses locaux, et une organisation répartie entre 6 agents du public à raison de 10h30 par jour et 5 agents du privé à raison de 6h45 par jour. Je cite la convention. En réalité, cet accord n'avait pas été suivi des faits. Le fonctionnement de l'époque ne correspondait déjà pas à la convention.
En 2021, une nouvelle convention a été établie pour la durée de la crise Covid. Les termes de cette convention différaient peu de celle de 2019. La ville s'engageait toutefois pour 11h20 par jour au lieu de 10h30. Et une animatrice du privé était prise pour 1 heure de temps méridien sous contrat de ville. Les responsabilités restaient les mêmes que celles de la convention de 2019. Un tableau détaillé de prise en charge des élèves de maternelle et d'élémentaire avait été dressé, toujours selon cette convention. 5 personnes, agents de l'école et nommément cités, étaient prévues pour, je cite, la préparation au départ des enfants et prise en charge des enfants sur la cour au retour du restaurant scolaire. Entre-temps, les services de la ville se sont aperçus que les pratiques sur le terrain n'étaient pas conformes à la convention en vigueur. Ainsi, plusieurs personnels de la ville intervenaient sur le temps de la cour de l'école privée, alors qu'aucune clause de la convention ne le stipulait. En juin 2021, Madame Boisivon avait demandé, donc la directrice de l'école privée, avait demandé de conserver cette organisation pendant la crise sanitaire, car la situation était très tendue sur l'école, ce que l'adjoint à l'éducation avait accepté, et un compte-rendu, effectivement, qui stipule bien cette intervention. Cependant, cette organisation et la convention prenaient fin avec la fin de la crise Covid, en juillet 2022. Il a semblé nécessaire à la mairie de revenir sur l'organisation prévue en 2019 pour des questions de responsabilité. En effet, il n'est pas normal que des agents publics interviennent pour un travail dans des locaux privés en dehors de tout accord écrit. C'est pour ces raisons que dès le mois de mai, nous avions averti Madame Boisivon, la directrice de l'école de la Providence, que nous souhaitions rediscuter de cette convention dès le mois de juin. En l'absence de proposition à l'échéance de la convention, il nous a fallu prendre une décision et mettre un terme à une situation qui ne correspondait à aucun cadre juridique défini. Cette situation comportait pour les employés comme pour les employeurs des risques multiples de mise en cause de responsabilité. Sur ce point, nous sommes en cours de consultation d'un cabinet juridique, ce que nous avons dit à Madame Boisivon. Nous tenons à affirmer que la mairie respecte et a toujours respecté ses engagements d'accueil des enfants au service de la restauration. Elle continue de tenir les engagements souscrits lors de la convention. Elle a sollicité la direction de l'école en vue d'une organisation conforme avant la fin de l'année scolaire et avant l'expiration de la convention, malheureusement sans résultat. Nous avons confirmé à Madame Boisivon et à Madame Perrault, présidente de l'OGEC, qui gère en fait l'école privée, que nous reviendrons vers elle pour la constitution d'une nouvelle convention dès que nous aurons les éléments les plus complets possibles. Enfin, en tant que maire, j'affirme avoir agi en toute considération pour les familles brusoises et leurs enfants. Notre rôle d'élu est que tous les enfants et toutes les familles soient prises en considération dans le respect des lois et des engagements pris. C'est ce que nous faisons au quotidien. Je vous remercie m'avoir donné l'occasion de vous donner toutes ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la Convention territoriale globale 2023-2026 est acceptée à l'unanimité. Délibération suivante, personnel, subvention amicale du personnel de la ville de Bru, du CCAS et de l'EHPAD pour l'année 2022. Madame Chevalier. Merci. La première délibération... pardon, excusez-moi. J'ai sauté une ligne. Donc c'est la délibération numéro 7, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Voilà. Merci. Donc, effectivement, on est sur la délibération qui permet de créer et supprimer des postes. Donc, le premier poste concerné est à la direction de l'éducation au service petite enfance et permettra le remplacement d'un agent du service petite enfance qui a été muté en interne sur un poste d'ATSEM et donc permet le lancement de la procédure de recrutement par la création d'un poste à temps complet sur un cadre d'emploi d'adjoint d'animation à compter donc du 18 octobre 2022.
À la direction finance informatique, dans le cadre donc de la procédure de recrutement qui avait été lancée pour recruter un agent informaticien, le poste relevant du cadre d'emploi a été donc le poste a été créé dans un cadre d'emploi technicien, mais nous n'avons pas réussi à recruter sur ce cadre d'emploi, donc il est proposé d'élargir le recrutement au cadre d'emploi des adjoints techniques. Voilà. Et donc au service communication, nous avons donc des besoins permanents depuis déjà un certain nombre d'années. L'idée est là de stabiliser l'effectif du service et donc de lancer des procédures de recrutement afin de pérenniser les postes de chargé projet web et de graphiste maquettiste. Les tableaux des effectifs seront mis à jour à la suite de ces procédures de recrutement. À la direction des infrastructures et de l'espace public au service logistique multisite, nous avons un départ d'agents qui exerçaient des missions d'agents d'entretien et qui donc il faut donc remplacer. Donc nous proposons la création d'un poste dans le cadre d'emploi adjoint technique à compter du 18 octobre et ce à 28-35e. À la direction de l'aménagement et du développement urbain, nous avons donc là un agent qui part par voie de mutation et qui exerçait les missions d'instructeur et il nous faut donc le remplacer. Donc nous proposons la création d'un poste à temps complet sur le cadre d'emploi d'adjoint technique, rédacteur ou technicien afin de ratisser large et de supprimer le poste du coup au départ effectif de l'agent. À la direction de l'infrastructure et de l'espace public au service espace vert, en prévision donc, du départ à la retraite d'un agent qui, lui, exerce les missions de jardinier et donc de permettre son remplacement, nous souhaitons créer un poste à temps complet qui relève du cadre d'emploi des adjoints techniques à compter, là aussi, de cette date du 18 octobre et de supprimer le poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet quand l'agent sera effectivement parti à la retraite. À la direction de l'infrastructure et de l'espace public toujours, mais là au service gestion du quotidien, nous souhaitons remplacer un agent muté en interne qui lui exerçait les missions d'agent polyvalent de propreté urbaine. Et donc nous proposons la création d'un poste à temps complet qui relève lui du poste des adjoints du cadre d'emploi adjoint technique et de supprimer le poste de technicien principal première classe à temps complet. Pour tous ces postes, et conformément à ce que nous permet la loi, il sera possible de recourir à un contractuel. Au vu de tout cela, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire le budget au crédit correspondant. Merci, Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Personnel toujours, cette fois-ci c'est bien la subvention amicale du personnel de la ville de Bru, du CCAS et de l'EHPAD pour l'année 2022. Madame Chevalier. Merci. Donc du coup, comme chaque année, nous versons une subvention à l'amicale du personnel de la ville, du CCAS et de l'EHPAD. Donc cette année, cette subvention est de 54 638,25 €. Vous retrouvez la façon dont est calculée cette subvention dans la délibération. Je souligne au passage que nous avons donc travaillé une convention d'objectifs avec l'amicale du personnel. Je veux bien, si vous en êtes d'accord, vous lire quelques lignes de cette convention d'objectifs. Et donc voilà, elle viendra établir un esprit d'entraide, de motivation et créer des liens entre l'ensemble des salariés de la ville, du CCAS et de l'EHPAD. Elle permettra au plus grand nombre d'accéder à des prestations ou équipements à caractère sportif, solidarité et de cohésion par l'organisation d'actions collectives et fédératrices. Elle permettra de développer la sensibilisation des agents aux pratiques éco-responsables à tous les niveaux. Elle permettra elle négociera des réductions sur... l'amicale travaillera de façon à négocier à ce que les agents puissent bénéficier de réductions sur présentation de la carte de l'association dans les commerces, services et loisirs du territoire. On s'assurera de la présence de l'amicale lors de rencontres institutionnelles comme les vœux au personnel, la cérémonie de départ en retraite ou médaillée. Elle a sa place également dans la lettre interne RH. Nous nous assurerons de la participation de l'amicale à l'accueil des nouveaux agents pour faciliter leur intégration dans les services de la ville.
Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans. Merci. Merci, Madame Chevalier. Et donc, sur la délibération autorisant le versement de la subvention, je vous demanderai d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs avec l'amicale du personnel de la ville, de l'EHPAD et du CCAS de Bru, d'autoriser le versement à l'amicale du personnel de la ville, de l'EHPAD, du CCAS de Bru d'une subvention de 54 638,25 € au titre de l'année 2022 et d'inscrire les crédits correspondants au budget 2022. Merci. Monsieur Saunier. Ah, désolé, le micro... Oui, bah oui. Je pense que ça peut passer. Juste une petite question, de savoir une convention d'objectifs. Que se passe-t-il si les objectifs posés ne sont pas atteints et comment les choses s'organisent-elles? Quels sont les impacts? Alors, on a effectivement discuté de cela avec le président de l'amicale. L'idée, c'est bien qu'il puisse nous présenter un rapport d'activité, en fait, une fois l'an, pour qu'on puisse voir comment est utilisée cette subvention. Après, des points réguliers, le contact est très facile, hein, donc nous, on est à leur disposition et il en est de même pour eux. Et ça se fait dans la discussion. Mais effectivement, comme c'est une convention d'objectifs, si les objectifs ne sont pas atteints, la ville est à même de ne pas verser de subvention ou de la dégrader. Donc on peut d'ores et déjà dire aux agents que si les objectifs posés ne sont pas atteints, la subvention de 54 638,25 € ne sera pas versée. L'idée, c'est bien, en fait, l'idée, c'est effectivement que cette subvention, elle est aujourd'hui versée de façon à ce que le lien puisse se faire entre les agents de la ville et pas se transformer en une prime qui serait versée, en fait, de façon identique à chacun. Sans ça, on l'intègre au RIFSEP et ça entre dans la paye. L'idée n'est pas là. C'est vraiment justement de faire du lien, de créer en fait un espace autre que institutionnel et que les agents se connaissent et aient du plaisir à être ensemble. Donc, on met cet objectif. Mais je ne pense pas que la question se pose entre verser la subvention qu'on propose et puis zéro. Je pense qu'il peut y avoir des nuances aussi. D'où le fait de dire la dégrader. Mais l'idée n'est pas de la supprimer, bien au contraire. Ce n'est pas le but. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, proposition adoptée à l'unanimité, merci. Madame Chevalier, toujours, pour le personnel, donc adhésion à la procédure de médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique mise en œuvre par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Madame Chevalier. Merci. En mars 2022, un décret a introduit une section dans le Code de justice administrative. Les recours formés contre les décisions individuelles défavorables doivent maintenant être précédés d'une tentative de médiation. La médiation préalable obligatoire donc, vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs et les agents, grâce à l'intervention d'un tiers neutre. C'est un mode de résolution de litige plus rapide et moins onéreux qu'une procédure contentieuse. Cette médiation peut être assurée par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Et du coup, c'est ce qui vous est proposé dans cette délibération, de faire appel effectivement au centre de gestion 35. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Personnel toujours. Indemnité des élus à compter du 1er octobre 2022. Madame Chevalier. Oui, merci. Je vous demanderai de bien prendre connaissance et acte des nouvelles indemnités des élus à compter du 1er octobre 2022. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Donc je pense qu'on peut clore la séance. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée.